On continue avec notre présentation. On est toujours dans la séquence 2, je vous le rappelle. Comment établir des scénarios d'évolution des systèmes de production et de leurs besoins en eau. Et assez étonnamment, avec Ariane, étonnamment ou pas, Ariane de Groot, on va regarder le passé pour imaginer l'avenir. Avec votre intervention, comprendre les trajectoires d'évolution de l'agriculture à l'échelle territoriale pour nourrir les prospectives. Donc on va voir comment le passé conditionne l'avenir, et puis tout ça autour évidemment de la question de l'eau. Oui, merci. Donc en effet, je vais vous parler un peu des travaux qu'on mène à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, en partenariat et en appui aux porteurs de projets, sur la compréhension des trajectoires d'évolution de l'agriculture à une échelle territoriale pour nourrir les prospectives. Donc c'est la même diapo, je la passe. Donc concrètement, ça revient un peu à se poser, on cherche à se poser les questions en tout cas, de l'eau pour qui, de l'eau pourquoi à l'échelle d'un territoire, qui utilise l'eau et pourquoi faire. Donc quelques éléments de cadre un peu conceptuels. L'approche qu'on a, c'est une approche globale et qui est systémique et qui combine plusieurs échelles d'analyse. La première échelle, c'est celle du territoire. Donc on se place à un territoire qui est cohérent par rapport à la mise en valeur des agriculteurs, donc par rapport aux espaces qui travaillent, qui est homogène d'un point de vue socio-économique et pédoclimatique pour pouvoir comparer des choses comparables, toutes choses égales par ailleurs, à une échelle qui est locale. On a parlé à plusieurs reprises des échelles ce matin. Avec la difficulté pour cette question de l'eau, de l'échelle hydrographique qui n'est pas forcément toujours l'échelle qui correspond aux espaces que travaillent les agriculteurs. Donc on essaye de trouver des compromis dans tout ça pour en tout cas se replacer dans un contexte spécifique. À l'échelle de ce territoire, on cherche à expliciter les différentes conditions dans lesquelles travaillent les agriculteurs et donc la diversité agricole d'un territoire. Donc pour répondre à cette question de qui a accès à l'eau et pourquoi faire, on cherche bien à comprendre l'exhaustivité du territoire et donc on regarde ceux qui n'ont pas accès à l'eau. Donc irrigants, non irrigants. Dans certains territoires, les irrigants sont loin d'être majoritaires, donc c'est important aussi de voir quelles sont les perspectives d'évolution des autres, comment font ceux qui n'ont pas accès à l'eau, d'identifier d'éventuels besoins ou nouveaux besoins. Donc il y a cette échelle du territoire, mais il y a l'échelle des exploitations agricoles, et donc on fait des va-et-vient entre ces deux échelles pour comprendre et modéliser la logique de fonctionnement des exploitations, donc sous forme d'exploitation type, et modéliser leur performance économique. Donc l'idée, c'est de replacer la stratégie d'irrigation dans une logique plus globale d'un système. Les agriculteurs sont intégrés au marché, sont dans un cadre de politique agricole, font face à différentes réglementations, vont mettre en valeur des milieux très différents. Donc voilà, prendre en compte toutes ces conditions-là pour discuter la place de l'eau. Sans même parler de leurs histoires personnelles, familiales ou autres, voilà. Qui conditionnent aussi, j'imagine, pas mal les choses. Exactement, et on va le détailler un peu plus. Donc ça revient à questionner les usages de l'eau, l'accès à la ressource et le partage de la ressource entre agriculteurs du territoire pour, bien sûr, in fine, discuter les perspectives d'évolution de l'ensemble de ces systèmes. Cette approche à différentes échelles, on la décline dans le temps, puisque l'idée c'est de comprendre les transformations de l'agriculture et comprendre comment ces transformations et ces grands bouleversements ont impacté les agriculteurs. On sait que ça n'a pas été les mêmes trajectoires pour tout le monde, et donc du coup ça se ressent, et ça explique aujourd'hui pourquoi on ne retrouve pas une agriculture forcément homogène à l'échelle d'un territoire. Donc pour cela, on s'appuie sur une méthode scientifique qui est celle développée par l'UFR d'agriculture comparée à AgroParisTech, la méthode de diagnostic agraire, et qui se décline en 3 temps que je vais vous illustrer à partir de l'exemple d'une portion de l'Adour-Amont, la partie gersoise essentiellement, qui a été un diagnostic agraire réalisé en partenariat avec l'institution Adour, dans le cadre du projet de territoire pour la gestion de l'eau Adour-Amont. Donc voilà, ces 3 temps, c'est caractériser le milieu dans lequel travaillent les agriculteurs, retracer l'évolution et les trajectoires d'évolution de chacun de ces types d'agriculteurs et systèmes, et pour modéliser la situation actuelle et discuter de leurs perspectives. Donc c'est un travail de terrain important, basé sur des entretiens, même si bien sûr on valorise tout ce qui est disponible en termes de biblio et de statistiques. Caractériser le milieu de la région étudiée, ça revient à comprendre l'organisation du paysage et comprendre du coup les conditions de milieu dans lesquelles travaillent les agriculteurs. Donc là, sur cette région, donc on est
à l'est d'Aire-sur-l'Adour, ici, vous voyez ici la vallée de l'Adour. On a une dualité qui est très forte entre la large vallée alluviale de l'Adour, où on a des terres qui sont relativement planes, une ressource en eau qui est relativement abondante entre le cours d'eau et la nappe alluviale, et des coteaux vallonnés, du Madiranais, avec des reliefs plus marqués, une hétérogénéité de sol plus forte et une ressource en eau plus limitée. Cette connaissance du terrain, donc bon, je ne rentre pas en détail, vous voyez les illustrations et le niveau de détail dans lequel on peut rentrer. Cette connaissance du terrain, elle permet aussi de mobiliser la statistique agricole pour permettre d'éclairer au mieux la réalité. Je vous prends l'exemple des données du recensement agricole 2020 de la commune de Riscle. Vous voyez à peu près la moitié de taux d'irrigation, un peu plus en nombre d'irrigants, un peu moins en surface. Et en fait, ça cache le fait que la vallée de l'Adour est en fait très largement irriguée, avec les 2/3 d'irrigants et plus de 80% de la SAU irriguée. Et à l'inverse, les coteaux madiranais, où les irrigants sont largement minoritaires et seule une petite superficie est irriguée. Voilà, donc un petit point de vigilance au passage. Comprendre les évolutions de l'agriculture, c'est retracer du coup les transformations de l'agriculture. Donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que sinon de cette région, sinon j'en aurais pour un bout de temps et je ne suis pas sûre d'être capable de vous le faire de manière très détaillée, mais en quelques lignes, ici vous avez une frise qui représente uniquement les éléments de contexte de la vallée de l'Adour, où on a une spécialisation céréalière à partir des années 70 dans un contexte de mise en place de la politique agricole commune avec des prix garantis puis des aides, d'un certain nombre d'aménagements du territoire, le remembrement, le drainage, le développement de l'irrigation avec la mise en place de réseaux collectifs et un accès relativement bon à l'irrigation qui a permis aux exploitations de se spécialiser autour de la céréaliculture. Dans le contexte des années 90, je vous mets au passage pour que vous puissiez jeter un coup d'œil les trajectoires d'évolution que je vais pas détailler, mais dans le contexte des années 90, on a une évolution des prix qui évolue de manière plus défavorable pour les moyens de production que pour les produits agricoles. Et donc on va avoir différentes stratégies optées par les agriculteurs. Certains vont se tourner plutôt vers de l'agrandissement. D'autres vont au contraire chercher à maintenir de la valeur ajoutée via des cultures contractuelles, via des légumes, via l'aviculture, et d'autres vont chercher à l'extérieur des revenus et développer une double activité. Ces différents changements, là je vous ai fait les grands traits, ça ne va pas être les mêmes dynamiques pour l'ensemble des systèmes, chaque case représente un groupe d'agriculteurs qui fonctionne globalement de la même manière, et ce qui explique qu'aujourd'hui on a une diversité sur le territoire avec des historiques qui ne sont pas les mêmes, tout le monde n'a pas eu la possibilité de saisir les opportunités au même moment ou de les saisir tout court, et aujourd'hui le champ des possibles n'est pas le même pour tout le monde selon qu'on ait accès à une certaine gamme de foncier, un certain niveau d'équipement, une certaine capacité d'investissement. Et ça, bien sûr, l'idée, c'est de derrière éclairer ce qui est possible pour les uns, ce qui n'est pas possible pour les autres, et quelles sont les perspectives de ces différents types d'agriculteurs. La situation actuelle, on la modélise sous forme de système de production, dont vous voyez ici une présentation des résultats économiques, donc c'est la valeur ajoutée nette, vous avez les différents systèmes, et à droite, la part de la SAU irriguée. C'est des idéotypes, on va dire. Enfin, c'est vraiment des recompositions. C'est de la modélisation voilà. À partir d'un fonctionnement type d'exploitation qui représente la logique d'un ensemble d'agriculteurs qui a accès à la même gamme de foncier au même niveau d'équipement. Donc, sur la partie droite du graphique, on retrouve les systèmes de la vallée de l'Adour qui ont une part importante de leur SAU qui est irriguée, qui dégagent les niveaux de valeur ajoutée les plus forts. C'est intéressant de voir que ceux qui ont les niveaux les plus forts sont des exploitations, ne sont pas les plus grandes exploitations, 70 à 100 hectares, et dégagent ces niveaux-là de valeur grâce à des ateliers à très forte valeur ajoutée, des prêts agavés et des asperges, là en l'occurrence. À l'opposé du graphe, on retrouve les systèmes qui sont mis en place sur les zones de coteaux avec des niveaux de valeur ajoutée bien plus faibles. Une petite part de la surface qui est irriguée, donc qui pour autant joue souvent un rôle très important dans la sécurisation du revenu. Donc si on regarde rapidement au sein de ces systèmes, donc je vais pas discuter ici les deux systèmes en bleu qui sont les systèmes viticoles spécialisés.
Mais au sein de ces systèmes sur les coteaux, on distingue les exploitations qui ont eu accès à l'eau depuis les années 80-90, souvent avec une retenue collinaire individuelle ou collective, donc un accès limité, mais quand même sécurisé, qui a permis de mettre en place des cultures à forte valeur ajoutée, souvent le maïs semence, et derrière d'entretenir un système de culture viticole rémunérateur, avec une bonne valorisation des produits en AOP ou avec des vins de gamme supérieure. Des exploitations qui n'ont pas eu accès à l'eau jusque très dernièrement, qui cherchent à y avoir accès et à s'agrandir du coup avec du foncier qui a un accès à l'eau dans les vallées adjacentes. Sont des exploitations qui sont plutôt dans une dynamique de réduction de la surface viticole et de développement de l'irrigation pour la céréaliculture, mais avec un accès à l'eau qui est beaucoup moins sécurisé dans ces vallées adjacentes. Et donc c'est souvent du maïs grain, voire une irrigation plutôt d'appoint, de sécurisation sur des céréales à paille, du tournesol, etc. Et puis du coup, le seul système hors système viticole spécialisé qui est en sec, c'est des exploitations qui combinent des grandes cultures en sec, une petite surface viticole, une petite surface en vigne, et puis cherchent à avoir de la valeur ajoutée, surtout avec les élevages avicoles. Donc c'est une région qui a été très, très touchée par les grippes aviaires, donc voilà, des niveaux de valeur ajoutée très faibles et des systèmes très dépendants des aides pour essayer de s'en sortir. Au-delà de ce cas particulier que vous avez illustré là voilà, de manière très, très explicite, cette méthode de diagnostic RR, quel intérêt pour des exercices prospectifs? Comment cette approche, vous l'avez dit, diachronique, permet de nourrir concrètement des démarches de concertation et des démarches de réflexion prospective? Alors là, l'exemple que je vous ai présenté, c'est un exemple qui a été réalisé dans le cadre d'un projet territoire pour la gestion de l'eau, donc qui a été restitué auprès de l'ensemble des acteurs. Ça nous a permis de voir et de comprendre que cette bonne compréhension des enjeux agricoles était nécessaire par et pour l'ensemble des acteurs, que l'idée c'est bien de répondre à la demande de l'ensemble des acteurs pour expliciter la situation de ce territoire avant de se projeter dans l'avenir et de bien comprendre voilà, les tenants et les aboutissants des agriculteurs, des situations agricoles actuelles. Cette réflexion à l'échelle locale, ça permet vraiment de se replacer dans le cadre de vie des acteurs du développement, les agriculteurs, mais pas que, hein, tous ceux qui sont présents autour de la table pour discuter de ces enjeux. Et ça explicite l'ensemble de la diversité agricole, et c'est important de regarder aussi ceux qui n'ont pas accès à l'eau, je reviens là-dessus, pour pouvoir discuter la place de l'eau. On sait qu'il y a aussi de nouveaux besoins, etc. Donc voilà, cette exhaustivité est intéressante. Retracer l'histoire agricole, c'est aussi le film de la vie des gens du territoire, donc ils s'y retrouvent généralement bien. Ça permet aussi de bien comprendre pourquoi on en est arrivé là, de replacer aussi des éléments qui sont le cadre dans lequel évoluent les agriculteurs, de politique agricole, de prix, d'évolution des prix, etc., que tous les acteurs du territoire n'ont pas forcément toujours en tête. Et l'idée, c'est bien donc de dépasser les postures et les a priori et de pouvoir avoir un constat objectif, partagé. Nathalie Bertrand parlait ce matin, justement, dans les PTGE, de l'intérêt de se mettre d'accord sur la situation de départ, de cranter cette situation de départ. Et là, vous nourrissez cet établissement du diagnostic actuel. Oui, c'est vraiment l'idée, c'est que c'est un diagnostic au-delà de la compréhension des enjeux, c'est vraiment qu'il soit réutilisé derrière pour construire des scénarios, pour voir les marges de manœuvre, pour comprendre comment certains arrivent à faire évoluer leurs pratiques, à quelles conditions. On sait que l'eau en est une, mais c'est pas la seule, et donc du coup, comprendre l'ensemble de ces conditions et de ces leviers au changement, d'identifier les systèmes émergents, ceux qui sont contraires en perte de vitesse, et de faire en sorte que tout ça soit utilisé pour discuter de la suite. Voilà, juste une dernière slide. Donc, c'est des travaux, vous voyez, qu'on a réalisés ces 2 dernières années. Donc, pour l'instant, on a pas mal travaillé à l'échelle d'Adour-Garonne. C'est des travaux on a plusieurs projets pour poursuivre en 2024, et avec l'idée de vraiment faire en sorte que ces éléments soient réutilisés dans le cadre des démarches concertées sur la gestion de l'eau pour la prospective. Et avec des résultats qui seront disponibles sur le site de la Chambre régionale ? Certains résultats sont disponibles sur le site. Il y a des webinaires et des synthèses. Donc, donc pareil, vous mettez au pot une approche méthodologique à proposer dans le cadre de démarches de concertation territoriale.